bonjour. Monsieur le Président de la PEP 36, Messieurs les membres du bureau exécutif de la PEP 36, honorables invités, honorable assistance, Salam alaikum. Bonjour. Bienvenue pour cette deuxième journée qui, j'espère, sera aussi riche que celle que vous avez vécue hier et aussi intéressante. Nous avons le plaisir, cette demi-journée, d'accueillir nos amis et collègues de l'enseignement supérieur qui nous ont honorés de leur présence et qui ont accepté notre invitation malgré leur grande charge de travail. Je tiens en votre nom toutes à les remercier d'avoir accepté cette invitation et nous écouterons votre communication avec grand intérêt et grand plaisir. J'ai le plaisir de vous annoncer cette communication intitulée Culture de la langue, culture didactique, qui s'inscrit en fait dans la dynamique que nous souhaitons voir s'installer dans notre réflexion commune. Monsieur Fodil Daho est professeur de l'université de Qasdi Marbah de Ourbla et c'est lui qui va être le principal animateur de cette communication. Il sera secondé par un grand ami à moi et un grand professeur aussi, le professeur Bekhi Abdouhab, qui a aussi un grand passé dans le milieu universitaire, connu pour son altruisme, son engagement et ses compétences. En votre nom tous et au nom de M. le Président de la PEP 36, nous sommes fiers de vous accueillir et nous vous souhaitons une bonne communication. Merci. Bien, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans un premier temps, qu'il nous soit permis de remercier les premiers responsables de la PEP 36 et à leur tête, Monsieur le Président, honorable assistance, distingués collègues, invités. Nous n'avons aucune prétention particulière. Le professeur Dakhriye et moi-même avons pour habitude d'adopter deux principes. Le vieux proverbe chinois qui dit « Au lieu de vous donner le poisson, on préférera vous apprendre à pêcher ». Et puis, tout simplement, la position de Socrate. Socrate qui demandait à quelqu'un chaque fois « Est-ce que tu te connais ?» L'autre répond « Oui ». Et finalement, ils se mettent autour de la table et ils commencent à discuter ensemble. Bien, je suis beaucoup plus spécialisé, même si au départ j'ai un doctorat d'État en didactique du français et langue étrangère. Au fur et à mesure des années, je me suis beaucoup plus spécialisé dans la méthodologie. C'est pour cela que finalement, à l'heure actuelle, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, nous avons besoin d'utiliser la technologie. Mais vous allez voir aussi que finalement, comme le disait Paul Valéry, lorsque vous utilisez un outil, un instrument, en fait, tout dépend de la manipulation que vous allez lui prêter. C'est pour cela que, sans prétention aucune, et puis avec le premier objectif qu'avait déclaré M. Eitrassi hier, notre premier objectif et l'objectif principal, c'est de vous aider justement à prendre conscience d'un certain nombre de faits. Pour quelle raison? Parce que nous nous situons dans la perspective du praticien réflexif, c'est-à-dire qu'au lieu de me contenter d'appliquer machinalement un certain nombre de règles, eh bien tout simplement je vais réfléchir par moi-même sur ma propre pratique. Et c'est pour cela aussi que finalement, au lieu de vous donner en bloc, je veux dire le texte de nos différentes diapositives, ce qui nous intéresse finalement, c'est de vous manipuler. De vous manipuler, de contrôler votre attention. Et c'est pour cela que finalement, nous allons vous donner l'information au goutte à goutte. Pour quelle raison? Parce que c'est une raison tout à fait pratique. Si nous vous donnons l'information pratique, de manière en bloc comme cela, au départ, vous êtes un simple auditoire, n'est-ce pas? Si je vous donne le texte, vous allez vous transformer en lectorat. Et à ce moment-là, votre attention va être complètement dispersée. Bien, ce que vous constatez, c'est que lorsque vous présentez un diaporama, il faut qu'il y ait un certain équilibre entre l'élément iconique, l'élément linguistique et tout ce que vous êtes en train de dire. N'oubliez pas aussi que vous êtes face à une assistance.
Et par conséquent, vous devez respecter là aussi deux règles principales, à savoir l'invisibilité et la lisibilité. Si la visibilité, elle est assurée, eh bien, vous avez une certaine garantie aussi que la lisibilité pourra se faire. Bien, comme le disait M. Ekpassi, notre intitulé, c'est la culture de la langue, culture didactique. Vous le constatez, nous n'avons pas utilisé de déterminant. Nous n'avons pas dit la culture de la langue, la culture didactique. Pour quelle raison? Parce que je le disais hier à un certain nombre de collègues entre vous. Est-ce que vous savez quelle est la différence qui existe entre le singulier et le pluriel? À chaque fois que vous utilisez un déterminant défini et vous utilisez le singulier, cela signifie que votre réflexion, elle se situe dans l'absoluté. C'est un autre arabe. Qu'est-ce que l'absoluté? C'est le fait que la chose ne soit pas contextualisée. Il n'y a pas de contexte spatio-temporel. Mais si vous passez au pluriel, vous relativisez. Et par conséquent, il y a la contextualisation. Vous voyez? Donc ici, culture de la langue, culture didactique, vous le constatez généralement, et vous le savez, je ne vous apprends absolument rien, un titre n'est pas une phrase. Sauf exception, un titre n'est pas un énoncé. Le titre possède sa propre logique et par conséquent, au lieu de l'écrire de manière linéaire, nous aurions pu écrire culture de la langue, virgule, culture didactique sur la même ligne. Non. Ce qui nous intéresse, je vous l'ai dit, c'est une certaine pratique réflexive. Et par conséquent, puisque nous sommes en français, cela signifie que tout ce qui se situe à gauche est le point de départ. Tout ce qui se trouvera à droite est le point d'arrivée. Et par conséquent, le point de départ de notre réflexion, quel est-il? C'est cette idée de culture de la langue. Mais dans quelle perspective? Par rapport justement à une culture didactique. Bien, donc vous avez le titre principal. Ensuite, vous avez un sous-titre. Donc le titre principal se présente en deux niveaux. Le premier niveau, culture de la langue. Ensuite, culture didactique, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, comprendre sa pratique réflexive. Bien, par rapport à la démarche en méthodologie, c'est ce qu'on appelle, je vais dire, la démarche de l'entonnoir. C'est-à-dire que nous partons d'une idée très très générale pour aller vers le particulier, pour la spécifier davantage. Mais attention, d'habitude aussi, lorsqu'on discute avec les gens, nous ne faisons pas tellement la discrimination, la différence entre le thème et le sujet. Vous voyez, certains estiment que le thème, c'est exactement le sujet. D'autres vous disent non, le sujet, c'est une partie du thème. D'autres, c'est l'inverse. Non, c'est le thème qui est une partie du sujet. Moi, j'ai pris position et ça n'engage que ma responsabilité avec M. Dafrière. Très souvent, vous êtes obligé, le discours scientifique, en fait, clairement, ce qu'on pense, il est très métaphorique. Il utilise la métaphore. Et là, je leur ai dit, écoutez, pour vous expliquer cette différence qu'il y a éventuellement entre le thème et le sujet, bien c'est simple. Vous allez supposer que le thème, c'est votre antenne parabolique. C'est votre parabole. Et à ce moment-là, que sera le sujet? Le sujet, c'est tout simplement l'orientation que vous allez donner à cette antenne. Vous voyez? Je veux dire, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le bouquet d'Ilsat. Demain, ça restera Rothberg. Donc, voyez, vous avez le thème, c'est la parabole, et puis le sujet, c'est l'orientation que vous lui donnez. Cela signifie que le sujet précise davantage tout simplement le thème. Bien, la précaution qu'avait prise hier M. Ekpassi, qu'est-ce qu'il a fait au départ? Il vous a spécifié ses objectifs. Parce qu'attention, si nous n'avons pas les objectifs dès le départ, vous n'allez pas comprendre la raison pour laquelle nous sommes en train de faire le travail. Et comme nous l'avons dit hier, chaque fois que vous voulez rendre compte d'un objectif en français, c'est une obligation. C'est une obligation, c'est une obligation. Vous devez utiliser un verbe d'action à l'infinitif. C'est pour cela que nous avons dit comprendre sa pratique réflexive. On aurait pu dire comprendre la pratique réflexive. Non. Si vous voulez avoir une certaine maîtrise de la chose, il faut qu'il y ait une appropriation. Et c'est pour cela que nous avons utilisé un adjectif possessif. Et pour lui donner davantage d'importance, nous l'avons mis en couleur. C'est ça. Et nous l'avons mis également en italique. Parce que si vous n'utilisez pas l'adjectif possessif, eh bien, vous n'êtes pas concerné. Vous dites après tout, c'est de manière tout à fait générale. Non. Il ne s'agit pas de comprendre une pratique réflexive, il s'agit de comprendre ma pratique réflexive. Bien, le seul inconvénient, c'est que très souvent, en français, nous avons l'impression de connaître un certain nombre de termes. Si nous vous posons la question que signifie comprendre, c'est-à-dire, M. Dahou, vous n'avez pas besoin de nous demander, nous savons ce que signifie comprendre. Oui, vous le savez par rapport au langage courant. Et c'est ce que nous dit très souvent. C'est-à-dire que lorsque je suis dans une séance de cours, je suis obligé de spécifier. Vous voyez, si je vous posais la question, par exemple, pourquoi est-ce que vous lisez?
Pourquoi vous lisez? La raison pourrait être pour comprendre. Mais attention, pourquoi est-ce que vous expliquez? C'est pour faire comprendre. Vous voyez la différence? Lorsque je lis, je suis le principal destinataire. Je veux comprendre. Mais lorsque j'explique, je m'adresse à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, je veux lui faire comprendre. Donc, comprendre sa pratique réflexive. Mais attention, là aussi, nous spécifions davantage. Tout ce que nous allons vous présenter, c'est des points de vue d'universitaires. Des universitaires que nous sommes, vous voyez. Mais c'est une réflexion à deux voix. Il y a une sorte de polyphonie, une sorte de dialogisme, puisqu'il y a le professeur Dafrié et moi-même. S'il vous plaît. Dans le langage courant, pardon, nous ne faisons pas la différence là aussi entre le point de vue et l'opinion. L'opinion découle de votre point de vue. Et le point de vue, c'est tout simplement le lieu, l'emplacement géographique où vous vous situez pour avoir une vision des choses. C'est parce que je vois qu'à partir de cette vision des choses, je peux formuler un point de vue. Donc, je continue. Bon, puisqu'il a parlé de point de vue, donc, moi, j'ai un autre point de vue. Alors que nous avons préparé ensemble la communication. Donc, ma lecture serait autre. Parce que, culture de la langue, je comprends que la langue que j'enseigne. Mais donc, quelle serait la méthodologie? Quelle serait avec laquelle je vais enseigner? Pour, bien sûr, réaliser donc, ma pratique en tant qu'enseignant. Ma pratique en tant qu'enseignant, pour le comprendre, moi, je le saisis en tant que maîtrise de ma profession, maîtrise de mon métier en tant qu'enseignant. Mais cette maîtrise de mon métier, de mon être enseignant, de mon ethos, donc dépend beaucoup plus de l'autre, c'est-à-dire de cet apprenant. Parce que si je reprends Paul Ricoeur, l'autre en classe est le plus court chemin entre soi et soi. C'est-à-dire, pour que je me comprenne en tant qu'enseignant, je dois prendre en considération l'autre. Je continue avec M. Paul Ricoeur lorsqu'il dit que mon travail est une grande conversation avec ceux qui pensent autrement que moi. Parce que l'autre, l'apprenant, qu'on le veut ou non, pense autrement que l'enseignant. Parce qu'il se caractérise par sa propre culture apprenante. Et là, on va s'inscrire, comme disait hier, Monsieur Aïtrassi, c'est-à-dire dans cette dynamique d'apprentissage. Cette dynamique d'apprentissage, à mon avis, donc, ne se réalisera que, bien sûr, dans une perspective interculturelle, à savoir la culture apprenante et la culture enseignante. Par rapport à la méthodologie, je vous le disais à l'instant même, notre démarche, c'est aller en entonnoir. C'est pour cela que vous l'avez constaté, nous avons utilisé des caractères de police tout à fait différents. Et puis à chaque fois, nous avons réduit la taille. C'est-à-dire que plus nous réduisons la taille, plus nous spécifions la chose. Bien. Ici, c'est une définition. Une définition de quoi? C'est une définition du langage. Le langage est une lutte permanente entre le besoin d'exprimer la complexité de la pensée et le désir de maintenir la simplicité de l'expression. En fait, c'est une citation qui est tirée non pas d'un ouvrage scientifique, mais d'une œuvre de science-fiction, qui s'intitule « Le pouvoir de la phrase ». Et là, c'est intéressant, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous essayez de vous interroger, c'est-à-dire sur le phénomène de l'énonciation, vous constatez que ce n'est qu'un seul énoncé. Quelle différence y a-t-il entre la phrase et l'énoncé? La phrase, c'est pour les besoins de la grammaire, pour les besoins du cours. Mais à partir du moment où je mets cette phrase entre guillemets, ça devient un énoncé. Et cela signifie que je dois m'interroger sur le contexte de l'énonciation. Si c'est entre guillemets, quelqu'un a dit quelque chose et quelqu'un d'autre. Ce que vous constatez aussi là, c'est que nous n'avons pas dit un langage. Nous avons dit le langage. Donc, de manière là aussi absolue. C'est le déterminant. C'est-à-dire, quel que soit le langage. Mais tout de suite après, lorsque vous avez cette équation, un déterminant défini, plus un substantif, plus le verbe être, vous êtes sûr que tout de suite après, vous avez forcément une définition. Le langage est. Mais nous n'avons pas dit que le langage est la lutte. Ce serait être trop prétentieux. C'est une lutte. C'est une définition parmi tant d'autres. Et une lutte entre quoi et quoi? C'est une lutte permanente, donc elle dure dans le temps, entre le besoin d'exprimer la complexité de la pensée et le désir de maintenir la simplicité de l'expression.